sommes de retour au Paris Zéro Carbone, l'événement organisé par la Tribune de la Ville de Paris et France Urbaine sur la RE 2020 construit la ville écologique de demain. La RE 2020, derrière cet acronyme barbare, c'est l'encouragement de recours aux matériaux biosourcés, géosourcés, c'est-à-dire d'origine naturelle ou d'origine géographique, connus, ainsi qu'aux matériaux les plus usuels comme la brique et le béton, à condition qu'ils se soient décarbonés, afin de construire des bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2022. Avec nous pour en débattre, Jean-Michel Maurer, maire de Triport, en Seine-et-Marne, qui est à distance, membre du bureau de l'Association des petites villes de France, Sophie Schmitt, directrice des gares et de la ville à la Société du Grand Paris, qui construit le métro du Grand Paris Express pour 2030, on compte sur vous. Hélène Romano, vice-présidente du pôle immobilier résidentiel de Nexity, qu'on ne présente plus, et Stéphane Aubé, président de Green City, promoteur toulousain, mais qui intervient aussi en Ile-de-France, mais pas que. Mais vous nous direz tout ça. Monsieur le maire, Jean-Michel Maurer, qui était avec nous il y a 2 secondes en visio. Bonjour. Bonjour monsieur le maire, ça y est, je vous vois. Impec. Justement, depuis quelques années, et notamment dans ce genre de forum, mais pas que, on parle beaucoup de reconstruire la ville sur la ville. Avant le plan friche, avant les aides aux maires densificateurs, pourquoi vous, dès 2006, vous avez fait justement ce choix de reconstruire la ville sur la ville? C'est pas commun en Seine-et-Marne où le foncier est disponible. Non, c'était même assez disruptif et ça l'est toujours encore un tout petit peu. Tout simplement par approche des contraintes et puis aussi le sentiment d'avoir une responsabilité qui était de préserver les espaces ouverts. La Seine-et-Marne, c'est aussi une agriculture, c'est aussi de belles forêts et c'est effectivement une réflexion que nous avions eue sur notamment le développement urbain des villes périurbaines de la Grande Couronne qui pratiquaient un peu trop l'étalement urbain. Et j'avais été sensibilisé très tôt à cette responsabilité d'essayer de préserver les espaces ouverts. Il y avait également une problématique de loi SRU, puisque ma commune, du jour au lendemain, s'est retrouvée, non pas dans l'illégalité, mais moins méritante qu'elle était auparavant, parce que nous avions des logements sociaux, bien que nous n'y étions pas obligés, et nous étions très loin des 20-25%. Donc, la loi SRU qui impose justement de construire des logements sociaux. À l'époque, 20% pour 2020 et maintenant 2025. Et puis la présence d'une gare qui faisait de ma ville vraiment une ville très appréciée des promoteurs. Donc déjà, il a fallu à la fois travailler avec les agriculteurs, leur dire que mieux vaut faire de l'agriculture que vendre aux promoteurs. Bon, ça, c'était un peu compliqué. Il a fallu aussi blinder les documents d'urbanisme pour éviter cette frénésie d'étalement urbain. Et après, ça a été le parcours du combattant, parce que quand on veut faire de reconstruire la ville autre chose qu'un slogan, c'est très difficile, parce que c'est plus chronophage, c'est plus cher, et effectivement, ça demande aussi une réflexion foncière à mener, avec une stratégie foncière. Et donc, ça a été un long chemin, non pas de croix, mais une belle aventure et qui commence enfin à sortir par le haut, grâce à un écoquartier qui est maintenant labellisé au niveau national, au niveau régional. Mais ça n'a pas été simple et c'est toujours pas simple. Qu'est-ce qui n'est pas simple? Alors, autre point que je veux souligner, c'est également une réflexion sur les mobilités. Parce que ma ville, c'est un nœud de transport, c'est-à-dire qu'on a effectivement une gare, on a beaucoup de routes départementales. Il m'apparaissait important de travailler sur une ville, on va dire compacte, entre guillemets, que certains ont théorisé par la ville du quart d'heure. Hein, je crois qu'ils participent même à votre forum. Mais nous, on l'a fait sur la petite ville. Et pour aussi enlever la circulation automobile et travailler sur le multigénérationnel et encourager la pratique des mobilités douces. Voilà à peu près pour ce rapide parcours de 10 ans. 15. Merci, monsieur le maire. Vous me permettez de faire la transition avec Sophie Schmitt, ancienne promoteur, désormais qui travaille avec les promoteurs à la Société du Grand Paris, sur les gares et la ville, 68 gares, 200 km de nouvelles lignes. Quelles sont justement vos priorités? Vous êtes allé l'urbain, vous êtes allemand par le métro, mine de rien, mais dans le sens positif, pour recréer des centralités. Absolument. Donc évidemment, la priorité de la SGP, avant tout, c'est de produire ce métro, ce nouveau métro de 200 km. Et je dirais la même priorité, c'est de faire la ville de demain en accompagnant la production des quartiers de gare autour de chaque gare. La ville du quart d'heure, donc on y revient. Voilà. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un quartier de gare de la ville de demain? Donc pour nous, c'est un quartier de gare avant tout qualitatif, inclusif, dans lequel on se sente bien
Et pour nous, le vecteur commun de cette idée, ce sont les liens, et donc de produire des liens qualitatifs. Alors ces liens, c'est d'abord la mobilité, le fait d'avoir un transport comme le GPE rapide, nous Grand Paris Express. le Grand Paris Express, pardon, permet d'avoir des liens augmentés. Le territoire est augmenté pour le même temps, ou on gagne des gains de temps. L'espace public est aussi un lien très fort pour les quartiers de gare. L'espace public, c'est le support des mobilités douces, cyclistes, marches, mais c'est aussi le premier jalon pour diffuser une nouvelle idée de la ville. Et l'espace public, c'est aussi un bien commun de rencontre, donc ça crée du lien humain. Enfin, il faut garder le lien avec la nature, parce que nous sommes des êtres vivants. Vous pouvez replanter de la pleine terre, par exemple, ce genre de choses. Exactement, d'avoir de la faune, de la flore autour de soi. La matière aussi est importante parce que la ville crée un paysage de matière, et cette matière doit être le plus possible naturelle, sobre, belle. Et nous devons donc faire une ville qui soit également belle dans les liens à la matière. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, le lien humain et social, puisque nous devons, à travers notre état d'homme, développer de la culture, de l'animation dans ces espaces qui sont des espaces de ville. Car en effet, la ville de demain, c'est d'abord une ville, et il faut faire une ville compacte, intense, frugale dans la consommation d'espaces de terrain, qui offre une multiplicité de services qui rend la ville attractive, mais en même temps, c'est vrai, nous, les acteurs de la ville, et je nous compte tous acteurs publics et privés de la ville, nous devons ménager des espaces libres de manière à créer ces espaces de nature, ces espaces publics qui feront que les quartiers de gare seront agréables et vivables. En chiffres, les quartiers de gare du Grand Paris, juste, c'est 32 millions de mètres carrés qui sont à l'étude. Pour la SGP, c'est 1 million de mètres carrés sur ses propres terrains, qui sont les résidus de la fabrication du métro. Ça donne 8 000 logements, environ 380 000 mètres carrés d'activités et de bureaux, et plus de 48 mètres carrés de commerce. Le développement de ces projets vont être faits en copromotion. La SGP va choisir son opérateur partenaire. Les cessions de charges foncières seront faites sans enchères, à prix fixe, et ce sera l'engagement environnemental et de programmation des promoteurs qui feront le choix. Nos fonciers, pourquoi nous avons choisi la copromotion comme mode de développement? D'une part parce que tous ces fonciers sont liés intimement au Grand Paris Express et que tant au niveau technique qu'au niveau planning, il est important que nous soyons dans le développement immobilier. Et la deuxième chose, c'est que nous entretenons une relation territoriale depuis plus de 10 ans avec les élus locaux. Or, les élus locaux sont au centre du développement des quartiers de gare et donc nous souhaitons continuer à assurer la relation. Ne dites pas tout, on va avoir d'autres tours de table. Voilà, la dernière chose en fait, c'est que les quartiers de gare, le Premier ministre a lancé le 8 novembre une offre de service auprès justement des élus locaux en leur disant de s'appuyer sur le PAC État. Avec un nouveau comité stratégique, tout à fait. Voilà, de nouveaux maires. le comité stratégique du 8 novembre. Et donc le Premier ministre a invité les élus, les maires, à s'appuyer sur les opérateurs de l'État, les PFIF pour acquérir du foncier. L'établissement public foncier d'Île-de-France. Établissement Grand Paris Aménagement pour aménager les terrains. La SGP pour le transport, les pôles et la copromotion des terrains. Et puis la Banque des territoires pour les financements, Action Logement et toutes les entreprises sociales pour développer le logement abordable. On va y revenir justement tout à l'heure. Hélène Romano, vice-présidente pôle immobilier résidentiel de Nexity. Votre ancien directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, disait « Faire la ville, c'est faire la vie avec 2 ailes ». Donner aux gens l'envie d'être libres. Et là, avec la RE 2020, on est aussi cette proximité avec la nature, les matériaux, le bois, bientôt peut-être le béton de chanvre, dont nous parlera monsieur le maire de Triport, Jean-Michel Morer. Est-ce que, justement, comment vous, en tant que leader de la promotion immobilière, n'en déplaise à Stéphane Aubé et à d'autres promoteurs intervenus précédemment, votre responsabilité est encore plus forte. Comment, justement, vous allez prendre votre part dans cette ville écologique de demain? Parlez bien dans le micro. D'accord, très bien. Là, chez Nexity, le bas carbone, c'est ce qui structure sa stratégie. Et depuis très longtemps. Alors, pour reprendre le mot de monsieur le maire tout à l'heure, qui je trouve au centre de l'ADN de notre entreprise, c'est le mot responsabilité. Et c'est ce mot-là qui nous a conduit à réfléchir à la ville bas carbone très tôt. Et puis, dans les mots de Sophie, c'était aussi le mot inclusif.
qui est aussi l'ADN de Nexity, qui se révèle à travers sa raison d'être, qui est la vie ensemble. Et en fait, chez Nexity, la ville bas carbone, sa structure, sa stratégie, ça veut dire que depuis 2009, on s'est penché sur la question, pas de façon, je dirais, épisodique, mais de façon un peu structurée, avec l'intention à la fois sur le tertiaire, parce qu'on a commencé par le tertiaire en 2009, puis en 2012 sur le logement, à réfléchir sur les procédés constructifs qui étaient les plus performants en matière de capture du CO2, et c'était le bois. Et on n'a pas imaginé un immeuble qu'on allait poser à un endroit donné. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut inventer qu'on puisse démultiplier sur le territoire et qui puisse être finalement déployé à plusieurs échelles, dans une petite ville, dans une grande métropole. Et justement, est-ce que vous êtes prêt, contrairement à d'autres, sur le bois qui va arriver et qui va presque s'imposer sur les autres matériaux le 1er janvier prochain? Alors, je voudrais bien, mais en fait, le bois est un matériau qui est un matériau naturel et qui pose des problèmes d'approvisionnement que l'on voit au quotidien sur nos chantiers, parce que la production... de plus en plus depuis quelques mois. Oui, la production en bois a démarré chez Nexity depuis 2009, mais dans la profession a suivi. Et très clairement, la solution, elle est dans les différents types de matériaux et dans la multiplication de ces types de matériaux. Le bois a une place prépondérante parce qu'il stocke, il capte le CO2 et il le stocke. Il y a peu de matériaux qui peuvent faire la même chose. Mais oui, on retrouvera de la terre crue, du béton de chanvre, du béton bas carbone. Et c'est cette multiplication de matériaux, certains géosourcés, certains moins géosourcés, qui offriront cette possibilité d'une ville bas carbone et inclusive, parce que ça n'a fait pas de sens de construire bas carbone si ça ne s'adresse qu'à une certaine population qui a les revenus conséquents pour s'offrir des logements qui sont bas carbone. On va y revenir sur la ville accessible et inclusive. Stéphane Auvet, la ville écologique de demain, est-ce que ce n'est pas celle aussi qui accorde plus de place à la biodiversité, qui a occupé un de nos débats tout à l'heure? Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça sera vraiment ça. En tout cas, ce qui est très probable, c'est ce qui permettra de faire accepter ce renouvellement de la ville sur la ville. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors depuis la loi SRU, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de zéro artificialisation nette, mais ce phénomène... D'ici à 2050. Oui, et d'abord divisé par 2 le rythme d'artificialisation d'ici à 2030. Mais en fait, ce phénomène, on le vit depuis la loi SRU, où on pousse les promoteurs, les collectivités, à reconstruire la ville sur elle-même. Et il y a un vrai problème d'acceptabilité, aussi bien par les citoyens que par les élus, de reconstruire la ville sur elle-même. Moi, j'habite et je travaille beaucoup dans un territoire qui est Toulouse, l'aire urbaine toulousaine. L'aire urbaine toulousaine, la surface de l'aire urbaine toulousaine, en 50 ans, elle a été multipliée par 30, à peu près. Et dans le même temps, on a multiplié que par 15 la population. Pourtant, il n'y a pas 60 000 habitants. On s'est étalé. Et on s'est étalé parce que c'est plus simple de s'étaler, il y a moins de contraintes, que de reconstruire la ville sur elle-même. Or, pour préserver les ressources, pour créer moins de réseaux, pour éviter d'avoir besoin de trop de transport, c'est clair qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Sauf que ça, les citoyens ne l'acceptent pas. Comment on transforme, comment on inverse la tendance? Et les élus ne l'acceptent pas. Et donc, la biodiversité, ça peut faire partie des pistes qui peuvent faire accepter aux citoyens de construire un petit peu plus haut pour libérer des espaces de pleine terre, d'utiliser des matériaux biosourcés ou géosourcés, voilà, et de faire revenir la nature en ville. Et on l'a vu tout à l'heure, M. Estrosi en parlait beaucoup, mais toutes les maires des grandes villes, aujourd'hui, ils parlent plus des arbres que des arbres qui plantent, que des immeubles qui construisent. Voilà. Parce que c'est le discours... Vous aussi, vous avez envie de permis de construire, délivrer. Voilà. Non, mais après, le logement, on en a besoin. Il y a un besoin de logement extraordinaire dans ce pays. Et on voit bien que depuis 2 ans, il y a une baisse dramatique du nombre de logements délivrés en permis de construire, donc de logements construits, qui provoque un renchérissement
une augmentation des prix de vente des logements. Donc, on a besoin de production, on a besoin de reconstruire la ville sur elle-même, et on a besoin de faire accepter aux citoyens et aux élus un peu plus de hauteur pour peut-être libérer un peu plus d'espace au sol. Et donc ça, c'est en effet donc la biodiversité, par cette libération d'espace au sol et par l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, peut-être demain permettre de reconstruire la ville sur elle-même. Vaste programme. Monsieur le maire, Jean-Michel Morer, maire de Trilleport, comment on rend cette ville justement accessible et inclusive, pour reprendre déjà les termes de mesdames, associer les habitants, c'est quoi votre formule magique? Il n'y a pas de formule magique, il y a déjà de l'humilité au départ. Il faut avoir à la fois humilité et ambition. Après, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire la ville champignon qui pousse d'un seul coup et on demande après d'être accessible et accepté par les habitants. C'est un modèle qu'on connaît beaucoup en Seine-et-Marne et qui ne m'a pas paru être compatible avec notre projet de ville. Deuxième point, la ville longue distance, qui était le modèle jusqu'à présent qui se faisait sur nos territoires, elle n'était pas acceptable et pas soutenable par rapport, ne serait-ce qu'au maintien de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est un vrai enjeu de territoire. Ensuite, la petite couronne, qui a fait, je pense, pas mal de bien aux promoteurs au niveau financier, est un modèle sur la grande couronne qui nous fait un peu peur. Parce que globalement, on y perd son âme et parfois la réussite n'est pas au rendez-vous. Je me suis encore promené dans une grande ville périphérique de Paris ce week-end. Effectivement, on peut se poser la question en quelle année-vit-on. Donc en fait, déjà, premier point, il y a un défi, un vrai défi, mais un défi global, c'est que la ville, pour être durable, elle doit être désirable. Et donc, il faut la faire désirer à nos habitants. C'est-à-dire globalement, la grande couronne... Pardon ? Comment on fait ? C'est-à-dire qu'il faut être très exigeant sur ce qu'on veut. Et à partir de là, travailler sur les formats, travailler sur les hauteurs et travailler l'acceptabilité, mais aussi... une ville, ce n'est pas simplement une réserve de logement, une réserve d'arbres, c'est aussi du lien social, c'est aussi travailler sur les mixités pour éviter les ghettoisations, mixité de trois ordres, générationnelle, puisqu'il faut aussi parler du vieillissement de la population, qui est un vrai point important, mais également accueillir des jeunes, mixité sociale, et la loi SRU, attention sur la loi SRU, parce que vous pouvez mettre 20% de votre population et être bien dans votre ville et faire des ghettos à 100% de logements sociaux. Donc, nous, l'enjeu, ça a été de mettre la mixité au cœur de ville et travailler dans le cœur de ville par rapport à cela. Et également, et de manière importante, fonctionnelle, des mixités fonctionnelles. Il faut qu'il y ait une activité dans cette ville, il faut qu'elle vive. Et c'est vrai également que notre ambition n'est pas de faire un quartier de gare ou une gare de quartier, mais de faire une ville où les gens se parlent et où les gens puissent se croiser. Pour cela que, ensuite, dernier point, et ils sont de pair, c'est la temporalité et l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup travaillé, on a eu la chance d'être lauréat d'un nouveau quartier urbain. On était la plus petite ville d'Île-de-France lauréate de ce concours d'éco-quartier qui avait été lancé par Jean-Paul Huchon. J'ajoute d'ailleurs qu'on est au lauréat aussi quartier écologique innovant de Valérie Pécresse, donc ça prouve aussi l'excellence du projet. Mais ça nous a donné le temps de travailler sur un projet qu'on a partagé avec les habitants, y compris sur le plan masse, en ne leur mentant pas, en leur disant voilà, on a une responsabilité, c'est donc on sort tant de logements. Eh bien, à partir de là, comment on peut les faire ? Et qu'est-ce qu'il faut garder, etc. Et des fois, on a négocié le un étage qui manquait ou qu'il ne fallait pas sur certains quartiers. On a été très respectueux de la ville. Et bon, on va avoir les premiers logements qui vont être livrés pour certains dans quelques semaines. Et on voit que c'est un enjeu à chaque fois qu'on a mis au point. Et j'ai assumé de construire la ville sur la ville, de faire du logement social, y compris sur des temporalités liées à des mandats électoraux, parce que j'estimais que cette responsabilité, elle dépassait simplement un mandat électoral, mais que c'est une responsabilité de ville. Il a fallu aussi me batailler contre l'État en leur disant attendez, donnez-nous le temps de faire comprendre aux gens pour aboutir sur un projet qui n'est pas un projet de promoteur rapidos mené, mais qui est sur un projet de ville qui nous permette que la ville ne perde pas son âme. Donc, en fait, humilité, ambition et médiation. Je pense qu'avec un maître mot, l'acceptabilité. Notre société, on s'assoit trop sur l'acceptabilité. L'acceptabilité doit être au cœur de nos politiques publiques, de proximité, mais également au niveau de l'État. Très bien. Sophie Schmitt, acceptabilité, humilité, mais il faut aussi que tout le monde joue le jeu, prenne son risque aussi.
d'une part, c'était pour répondre à l'accessibilité dans une ville. L'inclusion de toutes et de tous. L'inclusion, oui. L'accessibilité, évidemment, le transport, mais ça, je le répéterai sans cesse que le Grand Paris Express va apporter une proximité de différents lieux. Je rappelle juste quelques chiffres. Il y a 408 équipements de santé qui vont être accessibles par le GPE, plus de 270 lieux culturels et plus de 130 grandes écoles et universités. Donc ça va vraiment changer la vie des gens en Ile-de-France. Ça va être assez formidable. L'accessibilité, nous avons à cœur qu'elle soit universelle, c'est-à-dire qu'elle soit pour tous. Et le Grand Paris Express sera le premier métro où n'importe quelle personne ayant un handicap pourra accéder non pas seulement jusqu'au quai, mais jusqu'au métro lui-même. Ensuite, le logement. Je pense que quand on parle des quartiers de gare et des 32 millions de mètres carrés qui sont à l'étude, on espère un choc d'offres pour justement apporter une réponse à la demande qui augmente. Et aujourd'hui, les promoteurs ont des stocks qui sont assez vides. Je ne sais pas si Hélène nous en dira deux mots. Ensuite, le rééquilibrage local. Dans la loi du Grand Paris, le Grand Paris Express, c'est un La projet. promesse du rééquilibrage territorial, Ouais. Est-Ouest. Le rééquilibrage. Alors, pas que l'Est-Ouest, en fait, c'est vraiment quelque chose de local, un examen local. C'est-à-dire qu'il y a des villes traversées par le Grand Paris Express qui sont à 60% de logements sociaux. Nous avons 42 quartiers politiques de la ville en rue qui sont traversés. Donc évidemment, dans ces quartiers, on ne va pas rajouter encore des logements sociaux. Au contraire, il faut trouver une offre de logements plutôt privée, plutôt accessible et apporter une nouvelle population avec un pouvoir d'achat plus élevé dans ces quartiers. À l'inverse, il y a des collectivités dans lesquelles il y a une carence en logements sociaux. Et là, effectivement, il faut arriver avec une offre logement intermédiaire, logement privé. Donc ça a été bien intégré par l'État. Et enfin, il y a l'accessibilité numérique. On ne peut pas vivre sans le digital aujourd'hui. Il doit être sécurisé. Et donc, juste pour que vous le sachiez, parce que ce n'est pas souvent dit, dans le Grand Paris Express, on a 170 000 kilomètres de fibres optiques qui sont sécurisés avec 200 centres d'hébergement de données dans les gares et les ouvrages annexes. Donc ça aussi, ça va donner une nouvelle accessibilité cyber à l'Île-de-France. Et c'est, je crois, une innovation énorme pour un territoire de cette taille. Très bien, merci. Et Romano, justement, comment vous vous tâchez de rendre cette ville accessible? Vous en parliez tout à l'heure rapidement du coût des matériaux suite aux difficultés d'approvisionnement. Je crois que vous avez réussi à livrer un bel immeuble de 16 étages à Aubervilliers, au pied du métro, à 4 500 € du mètre carré, ce qui est plutôt rare. Comment vous arrivez à concilier les deux? D'abord parce que c'est un impératif. Et ça résulte d'une volonté, d'une obligation et du sens de responsabilité. Comment on le prépare? D'abord, ça passe par de l'anticipation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est fixé l'objectif de construire bas carbone à un prix abordable, on pose l'équation pour tout l'écosystème qui travaille avec nous. Pas simplement le promoteur, mais c'est aussi l'aménageur, c'est aussi l'architecte, c'est aussi les bureaux d'études. Nous ne sommes pas seuls, c'est un écosystème d'ensemble. On anticipe la réglementation, on l'a toujours fait, y compris la dernière, la RE 2020, qu'on a déjà appliquée par anticipation sur une grosse majorité de nos programmes sur l'ensemble du territoire. Donc on n'anticipe pas seul, on anticipe en dialoguant, en cherchant des solutions. Et je pense que c'est ce qui est la clé de tout. Parce que cette anticipation permet d'expérimenter. Et de l'expérimentation sort la démultiplication à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Parce que c'est ce qui nous intéresse. L'expérimentation en tant que telle ne sert à rien. Elle permet juste de tester permet d'apprendre et d'apprendre, de ne pas avoir peur de faire cette courbe d'apprentissage, parce que le premier réflexe d'un technicien, quand on lui annonce une nouvelle réglementation thermique, c'est de dire c'est plus. C'est plus. C'est plus au début, c'est beaucoup, beaucoup au début, et puis plus on apprend, plus on échange, plus on compare, et moins on a peur, et plus on s'approprie la réglementation, et finalement c'est le sens qui passe avant tout. Et quand on comprend pourquoi on le fait, et que tous les acteurs autour de nous
autour de l'acte de construire le font, y compris les collectivités, évidemment, qui sont partie prenante, je pense qu'on trouve ensemble des solutions. Merci. Stéphane Aubé, est-ce que ce message d'écosystème, vous l'entendez? Est-ce que vous dites que l'État pourrait être un peu plus présent justement pour vous aider à surmonter la crise des matériaux actuels alors que la réglementation arrive le 1er janvier? Alors, enfin, la crise des matériaux actuels, elle est quand même due au Covid, qui a sûrement bon dos aussi. Pause et après, il y a Voilà, et qui a sûrement bon dos de temps en temps aussi, du fait des industriels qui ont un peu augmenté leur prix quand même. Et je pense que parfois le Covid a bon dos. Néanmoins, il est clair que la RE 2020, elle va provoquer... Alors, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commencera à construire des logements RE 2020, à part ceux qui l'ont vraiment beaucoup anticipé, mais bon, on va dire que la masse, elle commencera à produire des logements RE 2020 en 2023. Pourquoi ? Puisque c'est des permis déposés à compter du 1er janvier Tout à fait. 2022, donc le temps d'obtenir les permis, de le commercialiser. Donc, on va vraiment produire des logements RE 2020 à partir de 2023. Donc, les premiers logements seront livrés en 2024 à peu près. Voilà. Et donc là, on va vraiment se confronter, à partir de 2022-2023, à comment on fait du logement RE 2020, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand même les moteurs de recherche, ils viennent juste d'être validés. Donc, on ne sait pas encore exactement comment on va faire, mais ça me fait penser au BBC 2005. Quand on Bâtiment basse consommation. Voilà, le BBC 2005, donc, qui était sorti juste avant la RT 2012, c'était le préfigurateur, on va dire, de la RT 2012. Il est sorti au début, pas un promoteur l'a fait. Et puis, il y a eu la crise de 2008. Et pour relancer le logement neuf, il y a une loi qui est sortie qui s'appelait la loi Sellier, qui était une loi qui permettait de subventionner de façon très forte le logement neuf. Et donc, l'immobilier est un peu dopé aux dispositifs fiscaux. mais ça rapporte beaucoup de TVA aussi, voilà, parce qu'on parle toujours de dépenses, jamais des recettes. Voilà. Et donc en 2009, pourquoi tous les promoteurs se sont mis à faire du BBC 2005, qui était la RT 2012, et qui coûtait déjà à cette époque-là, en gros 15% plus cher que ce qu'on se construisait avant. On l'a fait parce qu'on a eu cette loi Sellier qui a vraiment dopé, on va dire, l'économie d'impôt, et qui a permis de passer cette étape qui était RT 2005, RT 2012. Voilà. Et puis ensuite, petit à petit, les subventions ont baissé, comme à chaque fois, et les promoteurs ont continué à le faire parce que les prix ont commencé à baisser, les matériaux ont commencé à baisser. Mais c'est sûr qu'au début, là, on va vivre en 2023, au-delà des problèmes d'approvisionnement Covid et tout ce qui s'ensuit, on va vivre une augmentation des prix de travaux, à mon avis, entre 10 et 15%. Et s'il n'y a pas une aide pour permettre l'acceptabilité par les acquéreurs des prix de vente qui seront forcément plus élevés, puisque nous, vous savez, nous, le marché de l'immobilier neuf, à part dans des micro-marchés que sont la ville de Paris peut-être, et puis quelques autres villes où en effet il y a vraiment une crise tellement forte qu'il y a des prix qui sont plus corrélés au prix de revient. Mais sinon, l'immobilier neuf, on le vend au prix de revient plus une petite marge. Voilà. Donc, et le prix de revient, c'est le terrain, les travaux. Voilà. C'est ça qui fait le prix de revient d'un immobilier neuf. Voilà. Donc si le prix des travaux augmente, et il augmentera, les prix de vente vont forcément augmenter. Et si à un moment, il n'y a pas une aide quelque part qui permet de compenser cette augmentation des prix de vente, l'accès au logement pour les citoyens deviendra un peu compliqué. Très bien. Monsieur le maire, Jean-Michel Moret, est-ce que c'est pas le moment, plus généralement à toutes et à tous, est-ce que c'est pas le moment d'innover, de structurer des filières comme chez vous, le béton de chanvre, tout près de la forte demande de Paris, première couronne? Oui, mais en fait, permettez-moi juste une petite incise. Le maire de la Grande Couronne que je suis, d'une petite ville de demain, mais petite ville nécessiteuse, veut montrer le contraste quand même entre la démesure de moyens du Grand Paris Express, très macro, et la démesure de nos besoins de territoire, y compris sur les infrastructures de mobilité, sur les équipements. Après, effectivement, la responsabilité qu'on a, c'est de construire avec les contraintes. Et moi, ce que m'a appris les notions d'écoquartier, parce que j'ai participé à l'élaboration du référentiel national, dans le groupe national des écoquartiers, c'est la contextualisation. Quand on parle d'environnement et d'éco-construction, il faut se méfier de deux mots, le greenwashing et le green tech. Quand c'est trop tech,
c'est compliqué et certains écoquartiers font école à ce niveau-là. Donc en fait, nous sommes partis de la contextualisation, on a fait un inventaire des possibles sur nos territoires et on s'est rendu compte qu'il y avait une matière, le chanvre, qui présentait 3 types d'avantages. D'abord sur l'agriculture, c'est-à-dire c'est une agriculture plus vertueuse, on protège la ressource en eau en cultivant le chanvre, et ça c'est quand même une responsabilité de tous. Je rappelle que l'eau est un bien vital, y compris dans la petite couronne, et y compris à Paris, et que les réservoirs d'eau sont plutôt sur nos territoires. Point 2, c'est aussi un BTP plus vertueux, et puis surtout, on rentre dans une économie circulaire réelle avec à la fois des performances intéressantes au niveau sanitaire, mais également sur les différentiels thermiques d'été comme d'hiver. Parce que quand on a commencé à s'intéresser au chanvre, on ne parlait pas tant que ça du réchauffement climatique, on parlait plutôt de l'isolation pour l'hiver, et on se rend compte de plus en plus que l'isolation pouvait avoir de très bonnes performances sur l'hiver et de moins bonnes sur l'été. À partir de là, il a fallu accompagner le développement du chanvre. Et ça n'a pas été partie facile. Il a fallu combattre beaucoup de lobbies, quand même, hein, il faut le préciser, notamment liés au béton. Les problématiques d'assurance avec le CSTB. Mais petit à petit, cette filière s'est structurée en Seine-et-Marne. Et on arrive maintenant à une filière qui est force de proposition, qui permet aujourd'hui, la semaine prochaine, le 10 décembre, à Triport, on va inaugurer une première nationale. C'est un R+3, 45 logements, réalisés en béton de chanvre. Ça a été un vrai combat pour mener cette affaire, en plus avec des problématiques notamment liées au financement des logements sociaux. Mais il a fallu aussi se confronter au CSTB. À partir de là, le chanvre, c'est absolument de l'économie circulaire. Alors, il faut aussi différencier 2 choses. Le biosourcé avec des arbres qui nous arrivent d'Europe de l'Est ou de Finlande. Et Le bilan carbone est pris en compte dans la RE 2020. Oui, totalement. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec des types de matériaux comme le chanvre, le lin, la paille, etc., y compris d'ailleurs le bois sur certaines régions de France, on est non seulement sur du biosourcé, mais on est sur des filières courtes. Donc ce que je dois dire, c'est qu'il y a des vraies opportunités. Le chanvre aujourd'hui, alors je ne suis pas payé par la filière chanvre, je le précise bien, mais c'est important de dire que c'est une vraie potentialité au niveau du territoire, propose maintenant même des choix en préfabriqué, s'il y a une construction hors site, qui permet de s'adapter à différentes configurations. Donc oui, l'écoquartier Langres de Ligne s'était aussi positionné très tôt sur les matériaux biosourcés, et on a accompagné un peu cette aventure collective et de territoire qui a été le développement de la filière chanvre. Sophie Schmidt, justement, est-ce que vous êtes prête à adopter le béton de chanvre? Vous avez présenté la stratégie, enfin, la Société Grand Paris a présenté récemment sa stratégie environnementale où il est question de béton bas carbone, d'économie circulaire, pour reprendre ce que vous évoquiez, monsieur le maire. Justement, est-ce que tout le monde prend suffisamment son risque pour vous sur ce sujet? Alors oui, quand j'entends mes camarades de la table ronde, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai, le Grand Paris Express a toujours voulu être un projet industriel qui tire l'innovation en matière environnementale, et notamment dans la phase qu'on va bientôt quitter, qui est celle du génie civil et du creusement des tunnels, puisque c'est à cette occasion qu'on a modifié nos critères d'évaluation des offres pour augmenter le critère environnemental et donc peser dans le choix du lauréat de nos marchés. Et deuxièmement, on a également installé des primes à l'innovation. Et juste pour donner un exemple, en 2022, on a mis 6 millions dans notre budget. Donc ces 2 éléments... Concrètement, qu'est-ce que ça pourra financer comme innovation Vous attendez des entreprises qu'elles vous proposent des procédés là, aujourd'hui, je ne sais pas, ou... le budget 22, vous savez, on est au mois de novembre, là encore. C'est une poche. Après, on va voir quelles sont les innovations qui sont intéressantes à soutenir avec cette... Et donc, en fait, l'ensemble de ces dispositifs, déjà, nous ont permis aujourd'hui d'être 100% béton bas carbone sur les voussoirs. Les voussoirs, c'est les modèles préfabriqués, enfin, c'est les morceaux préfabriqués qui fabriquent un tunnel quand on en met 3 ensemble. Ça fait un arceau. Voilà, merci pour les mains, César. Vous avez les mains prises. Et ensuite, on va plus loin parce que maintenant, on a deux tests en cours sur le béton fibré sur la ligne 16 avec l'entreprise Eiffage. Je cite les partenaires. Et nous sommes à l'étude avec les ultra bas carbone béton pour les voussoirs de la ligne 18 avec Vinci. Donc on voit bien que les entreprises sont également très engagées, comme le rappelait Hélène, sur l'innovation et de faire des matériaux qui soient le moins carbonés possible.
Donc évidemment, c'est ce qu'on va appliquer, nous, sur les quartiers de gare et pour développer l'immobilier. On reprendra les principes qui ont animé les constructions des gares, à savoir la lumière, l'air frais le plus possible, donc des appartements avec des hauteurs sous plafond importantes, des larges surfaces vitrées, des logements traversants. Donc tout ça, on va le transposer du métro vers l'immobilier. On a également des points importants, nous, sur l'architecture. Nous sommes des ergonomes, des designers, et donc tout ça, on veut l'apporter également dans la maîtrise d'ouvrage des projets immobiliers. En bref, nous sommes... il n'y aura peut-être pas de prime à l'innovation sur l'immobilier, mais en fait, le fait de donner un prix fixe de vente de cession de terrain, finalement, on répond à votre demande. La spéculation foncière habituelle. Ben oui, on répond à votre prix de revient, c'est-à-dire que si le prix de revient, c'est foncier plus travaux, si le foncier n'augmente pas, déjà c'est une bonne chose, ça amortira l'augmentation des travaux et ça laissera quand même place à l'innovation, puisque si les travaux augmentent, c'est aussi parce qu'on fait pas mal d'innovation, au-delà des matières premières qui coûtent plus cher. Donc tout ça, ça me semble tout à fait positif et bien engagé. Et donc, en conclusion, simplement, de la même manière que le Grand Paris Express est un projet environnemental, nous voulons que les projets de quartiers de gare soient exemplaires en innovation pour le développement immobilier et urbain. Très bien. Merci. En 2 minutes, Hélène Romano, justement, quelles innovations vous voulez pousser, vous En fait, l'innovation, on la pousse dans l'expérimentation des différents types de matériaux et des différents types de solutions. On pense que la construction bas carbone passera aussi par le modulaire, passera par la construction hors site, qu'on en est simplement à nos débuts. On construit aujourd'hui sur un chantier comme on construisait il y a 40 et 50 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup d'évolution et que c'est ce qui nous attend, c'est cette révolution-là. Et c'est ce pivot-là qui est à faire à travers le modulaire, la construction hors site, alors de la totalité ou d'une partie de l'ouvrage. Voilà ce qui constitue l'innovation, voilà ce que nous essayons chez Nexity d'anticiper et de travailler pour être en capacité de faire cette ville inclusive qu'on appelle de nos voeux. Et effectivement, une des solutions consiste finalement à partager cet objectif. Et c'est, je pense, ce qui va permettre de dupliquer et de faire pivoter la totalité de la production du secteur, parce que c'est ce qui importe. C'est le rôle d'un leader, c'est de pousser, d'innover, de pousser, d'expérimenter, de déployer, de démultiplier pour qu'on soit plusieurs ensuite, pour ouvrir la voie et qu'on soit plusieurs et que ça devienne un standard. Stéphane Aubé, est-ce que ces réglementations, finalement, elles ne poussent pas à développer des standards vertueux pour tout le monde? Alors moi, en effet, j'ai toujours pensé que la réglementation faisait progresser, comme la contrainte. Et d'ailleurs, un des exemples que je prends souvent, c'est dans les années 80-90, on a décidé on a interdit l'amiante en France dans les matériaux isolants. Et avant, quasiment tous les matériaux isolants contenaient de l'amiante. Et du jour au lendemain, les industriels, on leur a dit l'amiante c'est terminé. Du jour au lendemain, ils se sont adaptés, parce qu'il faut savoir que c'est les industriels qui ont le plus grosse capacité de recherche et de développement pour trouver des nouveaux matériaux. Et en fait, on arrivera à réguler les prix si les industriels s'y mettent vraiment. S'y mettent pas assez? Mais en fait, les industriels... Et puis c'est normal. Qui étaient là ce matin, on a l'impression que... Non, mais les industriels, ils ont un raisonnement de masse. Et donc, ils vont sortir des produits et ils vont les commercialiser à un prix compétitif s'il y a de la masse. Voilà. S'il n'y a pas de masse, tous les industriels, ils ont leur isolant en chanvre, mais qui coûte 3 fois le prix de l'isolant à base de pétrole. Si demain, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais si demain on interdit les isolants à base de pétrole. Ah, c'est pas le sens de l'histoire. Non, mais peut-être que ça sera le sens de l'histoire. Voilà. Si on interdit demain les isolants à base de pétrole, les industriels, ils vont être obligés de développer. Et il n'y aura plus que ça à acheter de toute façon. Donc, ils les vendront en masse. Et ça permettra, à mon avis, de faire réduire les coûts. Donc, c'est pour ça que la réglementation, pour moi, elle est essentielle parce que, naturellement, on n'est pas toujours super vertueux, même si tout le monde, dans le discours,
va prouver toutes les vertus de sa société, mais si on n'est pas un petit peu obligé de le faire, le monde économique fait qu'on n'y va pas forcément naturellement. Donc moi, je suis plutôt pour les réglementations, en effet. Et je pense que les réglementations sont un vrai vecteur de progrès. Monsieur le maire, les réglementations, c'est les sources de progrès ou Totalement. Totalement, quand la réglementation correspond à l'intérêt général. Et je pense effectivement que ça nous fait progresser. Il y a aussi la notion du coût réel. Il est certain que le biosourcé aujourd'hui peut coûter plus cher que le non biosourcé et la filière locale, mais que la donne économique est aussi intégrée. Donc réglementation, oui, mais accompagnement économique vers le vertueux. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple initial de reconstruire la ville sur la ville. Y compris aujourd'hui, reconstruire la ville sur la ville coûte plus cher dans une ville que faire de l'étalement urbain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que la réglementation soit aussi accompagnée d'aides économiques et financières qui ne se trompent pas sur les vraies priorités. Et qu'elle induit, bien évidemment, la nécessité, de ne pas oublier qu'une ville, c'est une terre d'usage, un territoire d'usage, mais c'est aussi une temporalité. Et qu'à un moment donné, le prix du marché doit intégrer cet intérêt général. Sophie Schmid, avec la telle puissance de frappe de la construction de ce Grand Paris, c'est un peu vous qui allez fixer les prix du marché. Nous, on fonctionne comme les promoteurs, on fait le compte à rebours sur la base du marché, des coûts techniques que nous connaissons, et ça détermine la valeur du foncier. Et ne faisant pas de mise aux enchères, celui qui sera notre partenaire et qui sera choisi sera celui qui aura le plus convaincu sur le plan environnemental et de la programmation des produits immobiliers. Et nous avons 100 projets, donc je pense que nous travaillerons avec beaucoup de promoteurs divers. Hélène Romano, qu'est-ce qu'il reste à faire justement pour transformer l'essai ? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour transformer l'essai ? Je rejoins le propos de mon collègue. C'est vrai que la réglementation nous fait progresser, de toute évidence. Et on ne peut que être satisfait qu'elle existe, cette RE 2020, et qu'elle ait pris la dimension à la fois construction et à la fois énergie, qu'elle nous force à calculer aussi l'empreinte carbone des deux façons de faire, le cycle, de tenir compte aussi de la modalité de production des matériaux. Voilà quelque chose qui va, je pense, nous permettre à la profession de finalement apprendre à le faire et de l'intégrer comme une politique de base, savoir que aussi nos clients nous attendent, les particuliers, les entreprises nous attendent sur ces thèmes. Donc c'est un impératif, c'est une trajectoire, et une trajectoire qui doit être commune. Stéphane Aubé, très rapidement, quelques mots. Réglementation qui pousse, l'innovation qui est là. Il vous manque plus que des permis de construire, en fait. Ah ça oui. Est-ce que les promoteurs ne sont pas des rénovateurs aujourd'hui, des restructurateurs Si, en fait, les promoteurs, ils construisent la ville avec les collectivités. Et donc, ces permis de construire, on n'a pas un permis de construire contre une collectivité. Donc, c'est un travail avec les élus, avec les citoyens quand il y a ce besoin de concertation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vraie pénurie depuis 2 ans de délivrance de permis de construire qui va créer là, dans l'année à venir. Je pense que 2022, on va vraiment sentir la pénurie de logements à vendre. Je suis président de la Fédération des promoteurs sur la région de Toulouse, mais il y a un président dans chaque région. On constate tous la même chose, c'est-à-dire une baisse de 30% de stock à l'offre en cette fin d'année. Voilà. Et donc, cette baisse de production, elle entraîne un renchérissement des prix, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, vraiment, on a besoin d'un choc de l'offre. Donc, libérons-nous du terrain. Voilà. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment un appel aux maires. Aidez-nous à produire du logement et aidez-nous à ce que le logement ne devienne plus du tout abordable pour nos citoyens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les promoteurs privés ont produit à peu près 60% du logement social en France. Voilà. C'est ça. À travers les VFA que l'on fait sur les opérations. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un programme de promotion immobilière, la taille moyenne d'un programme de promotion immobilière en France, c'est 35-40 logements.
hein. Alors on parle en effet des grosses opérations parce que c'est celles qui sont visibles. Mais la réalité, c'est que le gros de la production, c'est les 35-40 logements. C'est ça qui fait le volume. Et c'est le renouvellement de la ville sur elle-même, ces petites opérations. Voilà. Donc, on a besoin des maires, on a besoin de leur aide pour pouvoir continuer à produire du logement en France. Merci Stéphane Aubé, merci Merci. mesdames, merci monsieur le maire. Le Showgloss Merci. sera peut-être Au revoir. le rendez-vous du prochain quinquennat. C'était la promesse du candidat Macron.